été tout d'abord contrôleur de gestion dans une entreprise de bâtiments et travaux publics il y a maintenant quelques années, puis j'ai évolué dans le secteur bancaire et je suis aujourd'hui salarié d'une grande banque internationale. Voilà pour mon parcours professionnel. Et je suis rentré en politique en 2002 lors de l'élection de Jacques Chirac, où j'ai rencontré à l'époque Madame Boutin, qui a créé le Forum des Républicains Sociaux. Le Forum des Républicains Sociaux qui s'est transformé en Parti chrétien-démocrate et qui maintenant est présidé par Jean-Frédéric Poisson. Pour la circonscription, j'ai été désigné par le parti parce que je suis déjà élu dans le 12e arrondissement. Je suis aujourd'hui conseiller municipal à la mairie du 12e dans l'opposition, ce qui a été naturellement un choix pour le parti de m'investir ici dans la 8e. J'ai soutenu à la primaire de la droite le candidat Jean-Frédéric Poisson, et lorsque le candidat Jean-Frédéric Poisson n'a pas été retenu, j'ai soutenu le candidat François Fillon, et lors de la présidentielle elle-même, j'ai soutenu François Fillon tout le long de la présidentielle. Je pense que le gouvernement de M. le gouvernement de M. Cazeneuve, c'est-à-dire sous la présidence de M. Hollande, a certainement été le quinquennat le plus désastreux que nous ayons pu avoir depuis une trentaine d'années. Nous avions, pour certains d'entre nous, quelques espoirs que M. Hollande introduise un peu plus tôt la social-démocratie. En fait, ils sont restés dans des dogmes de gauche qui font que la France n'a pas pu évoluer, que notre taux de chômage n'a pas pu baisser, que notre commerce international ne s'est pas redressé et que la population française est rentrée un peu plus dans la précarité. Le journal La Croix, d'ailleurs, montre avant-hier une statistique très dramatique où il y a de plus en plus de jeunes de 18 ans en France qui rentrent dans la précarité et des jeunes qui sont formés. Donc c'est vraiment un bilan particulièrement désastreux. Alors je suis très surpris désagréablement des premières actions du gouvernement Philippe parce que vous avez l'affaire Ferrand qui me gêne beaucoup parce que M. Ferrand a été celui qui a été le plus mauvais et le plus agressif contre M. Fillon. Or, aujourd'hui, quand on voit la défense menée par M. Ferrand en disant c'est le peuple qui m'élira, ce ne sont pas les journalistes, c'est exactement ce qu'il reprochait à M. Fillon. Donc, je suis un peu surpris que le gouvernement de M. Philippe ne soit pas plus ferme et ne mette pas en application ce qu'ils nous ont expliqué pendant toute la campagne présidentielle, à savoir que eux, chez eux, ils n'auront pas de ministre impliqué dans des affaires et dès qu'un tribunal se saisira d'un cas d'un ministre, alors celui-ci sera obligé de démissionner. Là, le tribunal devra vient de se saisir de l'affaire et M. Ferrand est toujours en place. Donc, très déçu pour les 15 premiers jours. J'ai assisté plusieurs fois à des séances à l'Assemblée nationale et j'ai assisté plusieurs fois à des commissions au Parlement. C'est d'ailleurs des enseignements que je recommande parce qu'on voit en fait toute la puissance des politiques, leur capacité à essayer de faire bouger les choses et notamment particulièrement lorsqu'il faut défendre des amendements, sont des moments assez forts de la vie politique française. La priorité des priorités, c'est bien sûr l'emploi, puisque les Français aujourd'hui souffrent du chômage massif, et puis on souffre du chômage beaucoup plus qu'on le pense, parce que non seulement les gens perdent leur dignité quand ils n'ont pas d'emploi, mais ça casse les familles, ça donne à la société un sentiment de fragilité, ça replie les gens sur des réflexes identitaires qu'ils n'avaient pas normalement. Donc l'emploi pour moi est vraiment la priorité. La deuxième priorité que je vois, c'est l'instruction, parce que l'instruction des enfants me paraît mauvaise, et du moins, elle me paraît être dans un double échec, parce que vous augmentez le nombre de professeurs, vous augmentez le nombre d'heures de cours, et en fait, le niveau des élèves diminue, et l'échec scolaire est important. Donc, je suis très préoccupé, non pas par l'éducation, parce que je pense que l'éducation se fait par les parents, et c'est l'instruction qui se fait par l'école. D'ailleurs, le gouvernement de Philippe, à ce propos, m'a un peu surpris, M. Blanquet m'a un peu surpris en disant qu'on allait faire les devoirs à l'école. Encore une fois, on va essayer d'arracher les enfants à leurs parents et à leurs familles. Et là aussi, je sens poindre une espèce de dirigisme. Déjà, il n'aime pas la presse, M. Macron, du moins il l'a choisi.
Là, ils veulent garder les enfants à l'école pour les enlever leurs parents. Tout ça me donne des idées nauséabondes de gouvernement dirigiste que je crains. Je pense, troisième priorité, c'est la santé. La santé à la fois sur la partie environnement, où les agriculteurs meurent d'empoisonnement, où les terres agricoles sont vraiment abîmées par la culture intensive et donc mettent en gage les générations futures. Et puis la santé, c'est-à-dire on ne fait pas beaucoup de prévention. Dans les autres pays qui nous entourent, comme les pays scandinaves ou comme l'Allemagne, vous avez énormément de campagnes de prévention qui en fait diminuent le coût de la sécurité sociale. Et chez nous, nous ne comprenons encore pas la nécessité de la prévention. Donc, si je suis moi élu, voilà les trois mesures phares et les trois projets absolument prioritaires que je prendrai en charge. Et si je devais prendre 3 lois demain matin sur le plan national, une loi qui m'est très chère, ce serait de permettre aux collectivités territoriales, à savoir les mairies ou les régions, d'octroyer les logements sociaux aux familles des citoyens résidents dans leur quartier ou dans leur arrondissement. En fait, je me rends compte que dans les grandes villes, les familles sont absolument brisées parce que les enfants voudraient vivre proches de leurs parents, voudraient s'occuper de leurs vieux parents, mais la vie est tellement chère dans les centres des grandes villes qu'aucune famille ne peut rester. Et je le vois ici dans le 12e arrondissement, tous les enfants des familles du 12e sont obligés de s'expatrier en banlieue, alors que parallèlement et dans le même temps, on octroie les logements sociaux à toute forme de citoyens étrangers, pas forcément étrangers sur le plan de la nationalité, mais étrangers, c'est-à-dire des gens qui viennent de province ou même des gens qui viennent de banlieue. Et je trouve qu'il n'y a pas de cohérence dans la politique d'attribution du logement social. Je pense que le logement social doit avant tout, être le ciment de la vie familiale. Ça, c'est la première loi que je souhaiterais porter à l'Assemblée nationale. La deuxième loi que je souhaiterais porter à l'Assemblée nationale, ce serait un plan massif d'investissement économique. Moi, je crois à l'action de l'État, et je crois à l'action de l'État en matière d'investissement, de manière à favoriser le logement, c'est-à-dire entreprendre à nouveau une politique de construction de logements très importante, bien sûr, logements sociaux et accession à la propriété, avec la construction d'hôpitaux, notamment en province, la construction et la mise en place de tribunaux, parce que la justice française est lente, elle est en panne, et les Français ont l'impression d'être peu servis et peu entendus par leur justice, et j'allais dire, action forte également sur le patrimoine, que ce soit les églises, que ce soit les monuments, qui pour beaucoup dans les grandes villes sont menacés par la ruine. Donc voilà la deuxième loi sur le plan économique que je porterai, c'est-à-dire une loi assez forte, assez ambitieuse en matière d'investissement. Et puis la troisième loi que je souhaiterais défendre sur au Parlement, c'est une loi sur la politique étrangère. Je pense que l'immigration massive, que l'on a vu en Allemagne, que l'on voit également en France, et qui, à mon avis, ne fera que s'amplifier, devrait nécessiter un renversement total de notre politique étrangère, et justement de permettre à la France à nouveau d'investir dans les pays qui souffrent, d'investir massivement dans les pays qui ont des infrastructures inexistantes, ou voire en très mauvais état, de manière à créer un attrait pour la population locale à rester. Et avec des ingénieurs français, des entreprises françaises, former des cadres locaux, développer des infrastructures locales, de manière à ce que les populations n'aient plus envie de partir. Voilà les 3 actions que je porterai en termes de loi au Parlement. Alors, une première doléance que je porterai au nom des citoyens en fait, du 12e arrondissement et du 20e, n'oublions pas que la 8e circonscription, vous avez une petite partie du 20e, c'est avant tout le développement des forces de police. Je suis favorable à la multiplication, voire la construction de commissariats supplémentaires et de développer le nombre de forces de police de manière à endiguer j'allais dire, toute cette insécurité que nous avons, les
les citoyens que je rencontre, les gens qui habitent ici me le disent, ils sont malmenés, molestés, et ils ont peur. Alors ils ont peur peut-être plus que de raison, mais ils ont peur quand même, et je pense que la sécurité est un véritable enjeu pour eux, et je pense qu'en tant qu'élu d'une circonscription, d'un endroit particulier dans Paris, il faut répondre à cette question. La deuxième doléance, le deuxième sujet qui est très important pour les habitants ici et qui vraiment les choque, c'est la saleté. Cet arrondissement est absolument sale. Vous avez devant ma permanence des poubelles sont systématiquement jetées sur le trottoir et jamais ramassées, ou ramassées une fois par semaine. Là où j'habite, sur le boulevard de la Bastille, les sols sont jonchés de détritus et ça n'est nettoyé qu'une à deux fois par semaine. En fait, je me suis aperçu que la mairie du 12e nous expliquait qu'il dépensait beaucoup d'argent sur le nettoyage, mais en fait, il nettoie uniquement les grands axes. Et les petites rues et les impasses et les axes moins fréquentés disparaissent en fait de leur intérêt. Donc là, on a un vrai problème et je pense que l'État, par le préfet de Paris, peut intervenir sur la mairie et sur Madame la maire de façon à ce que la capitale, quand même, de la France soit dans un état un peu moins sale qu'il ne l'est. La troisième doléance, et c'est un sujet qui m'est cher, mais très très cher, qui est dans mon programme, que j'avais déjà développé dans la campagne municipale, lorsque je me suis présenté à la mairie de Paris, c'est en fait les attributions de logements sociaux. Vous avez ici des logements sociaux qui ne sont plus qu'attribués à des gens qui habitent hors de Paris, soit des gens qui viennent de province, soit des gens qui viennent de banlieue, soit des gens qui viennent de l'étranger, et plus aucun Parisien, plus aucune famille qui habite aujourd'hui l'arrondissement ne peut espérer avoir ses enfants qui vivent proche d'elle. Et ça, je trouve qu'il y a une erreur fondamentale dans la manière dont on gère le logement social. Le logement social dans une ville, et notamment dans un arrondissement, doit être fait pour préserver la cohésion, le vivre ensemble, la manière de pouvoir s'entraider, c'est-à-dire la fraternité. Et honnêtement, je suis persuadé que c'est au gouvernement maintenant d'agir parce que cette municipalité ne comprend pas les enjeux du logement social. Là, je vais me répéter, mais je pense que cette problématique locale dont je vous ai parlé du logement social doit se traiter au niveau de la loi maintenant. Il faut absolument redonner aux collectivités territoriales, redonner aux maires la possibilité d'attribuer des logements sociaux avec des critères qui privilégient avant tout des critères familiaux. Je pense qu'un logement social, lorsque vous êtes étudiant, doit également vous être attribué lorsque vous vous mariez avec des enfants, et ainsi de suite lorsque la famille s'agrandit, donc de créer un parc social qui bouge, qui tourne. Or aujourd'hui, la politique de logement de la maire de Paris a été tellement catastrophique depuis maintenant 15 ans, que ce soit sous M. Delano et maintenant sous Mme Hidalgo, qu'en fait tout le monde s'accroche à son logement social, qu'il n'y a plus de rotation dans le logement social et que les familles de Paris sont obligées de voir leurs enfants quitter Paris. Et ça, je trouve que c'est un grand gâchis et que ça mérite une proposition de loi. Si les électeurs du 12e et du 20e me font confiance et que je suis élu député, eh bien je choisirai de siéger dans la commission économique. Comme je vous l'ai dit, je pense que le premier fléau de notre pays, c'est l'emploi. Je pense que l'emploi, c'est avant tout le remède contre la précarité, les familles qui se détruisent, l'absence de dignité et bien sûr tout simplement le niveau de vie et le niveau de richesse nationale. Par mon parcours professionnel, puisque je suis cadre dans une grande banque, j'ai été, comme je vous l'ai dit au préalable, trésorier dans une grande entreprise industrielle, j'ai des compétences en matière économique, j'ai étudié, puisque j'ai un doctorat en économie, donc quelque part, la commission économique me serait particulièrement intéressante. Alors si les habitants du 12e arrondissement et du 20e me font confiance et que je suis élu à l'Assemblée nationale, je serai obligé de quitter en fait mon emploi dans le privé, c'est-à-dire comme cadre de banque,
puisque je pourrais décemment pas mener les deux de manière professionnelle. On peut être ou un bon député ou un bon banquier, mais je vois une impossibilité de faire les deux. Et puis sur le plan politique, je serais obligé de quitter mon mandat de président de Paris Région Entreprise. Je suis aujourd'hui en charge de cette agence, qui est l'agence en fait de développement économique de la région Île-de-France, et qui est plus particulièrement focalisée sur l'attractivité. Je suis très occupé à attirer les investisseurs internationaux sur le territoire de l'Île-de-France, et comme ça c'est un mandat exécutif, je serai obligé de le quitter. Tout d'abord, je suis extrêmement choqué par cette décision du gouvernement Philippe et de M. Bayrou, qui en fait est encore une fois liberticide, passéiste. On nous avait vendu le gouvernement avec M. Macron comme quelque chose de très progressiste, de très moderne. Or, en fait, on revient en arrière sur des choses qui ont un sens. Et je trouve que plutôt que d'interdire la réserve parlementaire, il faut simplement la contrôler. Pourquoi il n'y a pas tout simplement une transparence beaucoup plus grande exigée? Pourquoi il n'y a pas tout simplement, comme dans les entreprises, un certain nombre de contrôleurs de la réserve parlementaire et qui permettent de dire si oui ou non on a le droit ou pas de faire de la réserve parlementaire un tel investissement ou un tel autre. Que la réserve parlementaire soit moins arbitraire, ça me paraît normal en démocratie, que l'argent public soit mieux contrôlé, mais je ne vois absolument pas pourquoi, et je ne comprends absolument pas pourquoi il faut l'interdire. Alors si j'avais une réserve parlementaire, mon engagement politique a toujours été en faveur des plus démunis et des gens qui sont le plus oubliés. Je suis par exemple membre de la bagagerie dans le 12e et j'investirais ma réserve parlementaire dans tous les projets qui me paraissent des projets de très grande proximité, mais très très grande proximité. Je préférerais investir ma réserve parlementaire dans une multitude de tout petits projets, comme on pourrait dire par exemple le microcrédit, parce que je crois beaucoup à la subsidiarité, je crois beaucoup à l'intelligence des gens. Et quelquefois, les gens dans un quartier, dans une rue, dans un endroit comprennent un besoin, et quelquefois ont besoin d'un soutien ou qu'on amorce leur projet, et je consacrerai ma réserve parlementaire à l'amorçage de tout petits projets très locaux à destination des plus fragilisés. Je voudrais m'adresser aux citoyens du 12e et du 20e pour leur dire que ce premier tour des élections législatives est absolument fondamental. Fondamental pourquoi? Vous ne pouvez pas laisser aujourd'hui l'opposition être incarnée uniquement par le Front National ou par les communistes de M. Mélenchon. Vous devez donner à la droite républicaine un vrai poids, et c'est parce que vous leur donnerez un poids dès le premier tour que vos idées seront défendues. Alors, quelle droite républicaine? C'est bien sûr celle que je représente, puisque les chrétiens démocrates ont été fondateurs de l'UMP, et nous sommes aujourd'hui les seuls qui vous garantissent une authenticité. Nous ne nous rallierons pas à M. Macron, comme la plupart aujourd'hui des candidats républicains qui veulent rejoindre En Marche. Nous resterons authentiques, nous serons pour une France qui protège, pour la France qui vous protège.